Annabelle Lyon pour introduire cet atelier. Oui, merci Tiffaine. Donc, oui, comme le disait Tiffaine, on va là ensemble identifier les possibilités d'agir sur l'environnement et l'offre locale favorable à la nutrition des habitants en quartier prioritaire politique de la ville. Donc, avec Zoé Godet, qui va nous faire un retour d'expérience. Donc, Zoé Godet, qui est chef de service prévention sanitaire et coordinatrice du plan local de santé de la ville de Caen. Et également Nathalie Lucas, donc chargée de mission à la direction de la santé publique de l'Agence régionale de santé de Normandie. Donc Zoé, comme je le disais, va présenter une action de la ville de Caen et ensuite on reviendra sur justement ce qui fait frein et ce qui peut faire levier, quelles sont les conditions de réussite pour pouvoir au mieux adapter les actions et mettre en place les actions pour un environnement favorable à la nutrition, à une nutrition de qualité en tout cas. Zoé, je te laisse la main, si tu veux bien. Oui, merci. Alors oui, là l'objectif c'était de vous présenter effectivement alors un projet qui est très spécifique, alors qui n'est pas porté par la ville de Caen, mais par une association locale qui s'appelle La Maison, qui est un collectif qui exerce à la fois sur le territoire de Caen et plus globalement voilà, sur le territoire de la communauté urbaine de Caen-la-Mer et notamment la ville de Fleury-sur-Orne. C'est un projet associatif qu'on a trouvé intéressant de mettre en avant. Il est soutenu par la ville de Caen. Alors, pour introduire rapidement, au sein de la ville de Caen, le projet a été repéré historiquement par nos collègues du service études, paysages et biodiversité. Je vais l'expliquer, je vais entrer dans le détail plus tard et je pense que vous allez comprendre pourquoi cette entrée historique. Et puis, les collègues aussi d'un service de transition écologique, donc plutôt sur le versant de développement durable aussi, se sont beaucoup intéressés à ce projet associatif. Et aujourd'hui, le fait est que, vous allez le voir aussi derrière, le déroulé, l'avancée de ce projet associatif a fait qu'il a été repéré depuis assez récemment, notamment en 2021, par le service de prévention sanitaire, au regard de ses objectifs et de l'évolution de ses objectifs. Donc on est vraiment sur un projet qui est voilà, une initiative qui a évolué vraiment en faveur de l'alimentation, notamment d'une alimentation durable, et qui est vraiment, voilà, pour nous, une possibilité d'agir sur l'environnement et l'offre locale en faveur de la nutrition et notamment de l'alimentation des habitants. On est donc, voilà, la maison, c'est vraiment, que je le dis, une association loi 1901, elle est relativement récente, elle a été créée en 2019. Je disais, c'est un format un collectif avec un fonctionnement de gouvernance horizontale, partagée, ouverte à tous. On a une association qui a des moyens humains, notamment 3 salariés. Donc aujourd'hui, il y a une coordinatrice de projet, un maraîcher, une animatrice d'atelier d'alimentation durable. Une salariée qui est arrivée un peu plus récemment, l'animatrice d'atelier d'alimentation durable. On a des services civiques, des stagiaires, des bénévoles et puis des adhérents qui font aujourd'hui la vie de l'association et qui font avancer les projets de l'association. Le collectif, il est situé sur Caen, sur la presqu'île de Caen, alors qui n'est pas situé en quartier prioritaire politique de la ville, mais ce qui est intéressant, et vous allez le voir après, puisque l'évolution du projet, en fait, historiquement, était très centrée sur la presqu'île, mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté de l'association de sortir, d'aller hors les murs et d'aller vers les quartiers prioritaires. C'est une association, donc un projet qui se définit comme étant un écolieu, donc une sorte de maison d'alimentation durable qui permet, et c'était l'objectif initial et qui l'est toujours aujourd'hui, la rencontre entre les producteurs et des consommateurs. Les activités de l'association, c'était au tout départ et encore aujourd'hui des chantiers participatifs, donc avec vraiment un volet sur l'aménagement
et la mise en culture d'une parcelle, et donc des chantiers participatifs organisés par un collectif. Donc j'ai mis quelques exemples, voilà, un atelier de conception d'un poulailler qui a été mis en place sur la ville de Fleury, des ateliers de toilettes sèches, création d'un récupérateur d'eau, et puis la mise en culture de parcelles. Et puis au fil des années, d'autres activités qui se sont peu à peu développées et consolidées, des ateliers pédagogiques, notamment autour de la question du traitement des biodéchets et notamment des ateliers cuisine, et je rentrerai plus en détail sur ce volet. Des événements plus grand public, donc plus ouverts et sur lesquels l'association communique de façon beaucoup plus large, et aussi un volet restauration. Vous avez ici quelques illustrations de avant et après sur la parcelle de la presqu'île qui a pu être aménagée par le collectif et qui aujourd'hui est devenu en fait un support au développement d'ateliers cuisine à destination du public, et notamment à destination aujourd'hui d'habitants de quartiers prioritaires, notamment sur un quartier, le quartier du Chemin Vert, et à destination aussi de publics, de bénéficiaires de centres socioculturels, également sur la ville de Fleury-sur-Orne. Donc voilà, je souhaitais faire un zoom sur les ateliers cuisine. Là, aujourd'hui, le collectif, je le disais, a vraiment évolué sur voilà, les projets sur lesquels il souhaite travailler. Initialement, on partait vraiment d'un travail sur voilà, on travaille vraiment sur le jardin, sur cultiver la terre, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on rend accessible aussi ces produits-là au plus grand nombre, et comment on accompagne aussi les habitants à pouvoir s'emparer et consommer une alimentation de qualité. Et donc, ça se traduit par des ateliers cuisine. Donc là, l'objectif principal, c'est vraiment pour le collectif d'aider, en fait, d'accompagner les habitants à définir ce que c'est que manger durable. Et cette notion de durable, elle est assez importante aux yeux de l'association. Et derrière, l'objectif, c'est aussi d'aborder voilà, le choix des matières premières en fonction aussi du public ciblé, quelles techniques on peut employer pour cuisiner, quelles sont les contraintes que chacun rencontre au quotidien dans le cadre des ateliers, et quelles astuces on peut mettre en place, comment on peut contourner ou minimiser les freins rencontrés par les participants. Donc un exemple d'atelier qui avait proposé la maison, c'était Vide ton frigo. Donc vraiment quelque chose de pratico-pratique. On demande en amont aux participants de ramener les restes de frigo, ou de voir un petit peu voilà, ce qu'on peut retrouver de façon assez classique dans le fond de son frigo, et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut cuisiner et mettre en place. Donc, l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de permettre les échanges de pratiques, et vraiment aussi une attention particulière de l'association à partir vraiment du ressenti du public, des participants, de leurs problématiques propres, de leur expérience propre, pour vraiment adapter les ateliers en fonction de ses besoins. Donc j'avais mis ici un exemple d'outils qu'utilise l'association dans le cadre de ces ateliers, donc des outils de photolangage, d'expression d'un mot en fin d'atelier, avec des choses qui sont souhaitées en tout cas être plus accessibles et faciles le plus accessible possible au public rencontré, parce qu'on a notamment parmi les publics ciblés des publics en situation de précarité, et donc l'idée c'est de faciliter l'expression de chacun lors de ces rencontres. Les thématiques abordées sur ces ateliers, c'est principalement aussi, ça tourne à la fois sur l'équilibre alimentaire et le développement durable. Donc, on a des ateliers autour de la cuisine zéro déchet, sur pâtissons autrement, donc avec vraiment aussi la notion de plaisir qui peut être abordée dans le cadre des ateliers. La cuisine flexitarienne aussi, cuisine du monde et de chez nous, c'est les noms, voilà, des ateliers qu'on peut retrouver, avec aussi cette idée de travailler sur la culture culinaire aussi, que chaque participant peut amener lors de ces rencontres. Les partenaires du projet, alors du collectif au sens très large, ça paraissait important de pouvoir les
les citer. Alors, c'est non exhaustif parce que voilà, cette présentation, on l'a travaillée avec l'association La Maison, qui nous a aidé aussi à mettre en lumière l'essence de ce projet-là. Et on avait vu ensemble qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui gravitaient autour de ce projet, avec notamment, voilà, vous voyez, à la fois des acteurs institutionnels, on a aussi des associations locales avec aussi un vrai travail avec les centres socioculturels. Avec et puis alors un travail avec les centres socioculturels qui va être voilà, plus ou moins avancé selon les quartiers, selon les villes. Aujourd'hui, voilà, l'association, en fait, on est vraiment au démarrage, je ne dirais pas, mais en tout cas, on a des liens avec le centre socioculturel du Chemin Vert qui a été bien établi. On a vraiment, voilà, un lien avec les bénéficiaires du centre et les ateliers. Mais voilà, c'est clairement aussi ce qui a été identifié. Travailler avec les autres centres socioculturels, c'est encore quelque chose de récent pour l'association. Et il y a vraiment cette temporalité, ce temps de se connaître, de se faire confiance, puisque l'association, elle arrive aussi dans un secteur qui est le secteur du champ social, médico-social, historiquement, elle ne connaissait pas forcément très bien. Mais voilà, il y a des choses, des freins qui se lèvent au fur et à mesure. Et c'est là aussi que la ville de Caen peut être un soutien, puisque nous, voilà, la ville, au titre du service de prévention sanitaire, s'intéresse à ce projet-là, puisqu'on a, je ne l'ai pas précisé en introduction, on a comme un contrat local de santé sur Caen avec un axe nutrition très fort, parce que c'est un des 4 axes du contrat, et qui vise notamment à soutenir le développement des ateliers cuisine, à l'attention de tous les publics. Et dans ce cadre-là, nous, on peut être aussi un levier pour promouvoir aussi ce type de projet auprès d'acteurs qu'on connaît plutôt bien à présent. Donc voilà, je remettais un peu. Aujourd'hui, on est plus dans le collectif La Maison et vraiment dans l'idée de développer les ateliers pédagogiques autour de l'alimentation durable, de sa production à sa consommation, de développer aussi une offre de restauration hebdomadaire, donc avec systématiquement une attention à faire des passerelles entre toutes les activités du projet associatif, de développer les partenariats avec les écoles aussi, une volonté d'aller vers ce champ-là. Structurer la communication. Alors, il y a encore des coquilles sur la présentation et je m'en excuse. S'orienter aussi vers un chantier d'insertion sur le volet maraîchage, pérenniser les emplois sont des enjeux assez forts pour le collectif. Et puis, ça nous paraissait aussi important de signaler aussi que là, l'équipe associative est en train de se former aussi un dispositif nutrition précarité. Ce qui, nous, au titre du contrat local santé, est vraiment très intéressant, parce que ça montre bien qu'il y a une vraie volonté et que l'équipe est motivée à développer cette activité. En tout cas, les ateliers cuisine, et notamment à destination de publics précaires et des habitants des quartiers. Alors qu'initialement, historiquement, lorsque nous a présenté le projet associatif, on nous l'aurait présenté en 2019 côté santé, on n'aurait pas forcément identifié de prime abord. En tout cas, on n'aurait pas imaginé qu'aujourd'hui, ça aurait donné, ça aurait évolué vers un projet tel qu'il est. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu est vraiment d'aller davantage vers les quartiers prioritaires. Aujourd'hui, sur le chemin vert, qui est en quartier prioritaire, on a un ancrage qui a plutôt bien avancé. On soutient aussi, côté ville de Caen, le projet au titre de l'appel à proposition d'action de santé, puisqu'on a des crédits qui permettent de soutenir ce type de projet. Donc, c'est vraiment, en tout cas, on accompagne l'association pour aller dans ce sens. Et voilà, on avait souhaité mettre en avant ce projet, parce que là, on part historiquement d'un projet qui avait une parcelle, qui l'a cultivée, et aujourd'hui, on arrive à l'assiette concrètement. On a des ateliers cuisine. Ça nous
en discutant avec les collègues de service études paysages et biodiversité, on trouvait intéressant de faire le parallèle aussi avec d'autres projets qu'on peut avoir sur Caen, portés par des centres de loisirs ou centres d'animation municipaux, où on a 2 exemples sur le quartier, un quartier en veille active qui est la Folie Couvre-Chef, et le quartier Camp Saint-Jeud, où historiquement on a eu aussi des ateliers cuisine avec des collectifs d'habitants qui se sont constitués et qui derrière ont donné lieu en fait à la création de jardins partagés. Donc vraiment dans le sens inverse, on passe cette fois-ci de l'assiette au jardin. Ouais, je ne sais pas si j'ai été trop Oui. longue ou trop courte. Non, c'était parfait, Zoé, je te remercie. Peut-être juste 2 questions dans le chat. Est-ce que la collectivité est propriétaire de la parcelle de terrain? Alors, non, la ville de Caen n'est pas directement propriétaire de la parcelle. En fait, c'est la presqu'île de Caen, elle a une visée, en tout cas, il y a un projet d'aménagement porté par la communauté urbaine Caen-la-Mer et par d'autres acteurs locaux. Et on est plutôt sur un accord en fait avec la communauté urbaine et la ville pour mettre à disposition cette parcelle. C'est vrai que j'aurais dû m'attarder un peu plus là-dessus, mais c'est un des atouts aussi pour l'association, c'est que voilà, il n'y a pas de coût, de frais en fait pour l'association sur l'acquisition du terrain. C'est vraiment une mise à disposition. Aujourd'hui, il y a un souhait de pouvoir consolider aussi ce volet, puisque nos collègues du service transition écologique sont en train de travailler sur une convention pluriannuelle avec l'association pour sécuriser aussi à la fois le volet animation de toutes les activités de l'association, mais aussi sur le terrain, sécuriser en fait cette mise à disposition et la pérenniser dans le temps, avec une mise à disposition sur un plus long terme. Et puis, une toute dernière question peut-être avant de passer justement aux freins que vous auriez repérés, aux conditions de réussite. Est-ce que comment l'association a sollicité, a mobilisé les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville? Parce que, comme tu me disais, l'enjeu, c'est voilà, de les toucher d'autant plus. Mais donc là, c'est particulièrement les habitants de Chemin Vert qui sont plus concernés. Voilà, comment ça s'est passé? Concrètement, en fait, là, le lien avec les habitants du quartier s'est fait via le centre socio-culturel. C'est-à-dire que là, on a une référente, enfin, il y a une référente développement durable au sein du centre qui historiquement travaillait déjà avec des habitants et des collectifs d'habitants sur plutôt des sujets autour de l'environnement sain, comment travailler sur des produits d'entretien du logement à faire soi-même, etc. Et c'est par cette porte d'entrée que le collectif a pu prendre attache. Et derrière, il y a vraiment un lien. Donc, c'est la référente du centre socio-culturel qui va faire le lien avec les habitants et les faire venir jusqu'aux ateliers de la maison. D'accord, merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Tiffen, tu me dis si toi t'en vois également. Non, c'est bon. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose avec Zoé Godet et Nathalie Lucas, c'est voilà, de remplir ce post-it géant comme on l'a fait en fait au début pour l'atelier 1. Donc, post-it qui va vous permettre voilà, d'identifier les freins éventuels à la mise en place de ce type d'action que Zoé Godet vient de présenter, et puis à l'inverse, les conditions de réussite. Alors, est-ce que vous voyez tous le post-it géant? Nathalie, je te laisse la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Nathalie Lucas, chargée de mission prévention santé environnement à l'Agence régionale de santé de Normandie. Juste avant de rebondir effectivement là dans mes propos sur notamment cette question d'environnement favorable au sens du volet plutôt aménagement, hein, environnement physique, si je peux dire, pointer dans ce qu'a dit Zoé juste avant, dans cette expérience et cette initiative,
le fait que, pour le coup, on a un projet qui, au départ, est plutôt porté sur la question de l'environnement. Hein, sur la question de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement à travers effectivement le volet potager, le volet alimentation, et que il a été, si je comprends bien, hein, complété et finalement il s'est nourri de nouvelles questions autour de questions de santé pour en faire un projet global de travailler effectivement cette question d'alimentation à la fois sur des enjeux de santé, hein, c'est ce que Zoé a présenté, et à la fois ces questions d'environnement. Donc, je trouve que c'est aussi très intéressant de noter que, voilà, qu'est-ce qui fait au départ un projet, notamment, alors moi, effectivement, mon champ de compétences, c'est la question de la santé-environnement. Eh bien, ça peut être des questions, effectivement, de priorité, d'enjeux de santé qui souhaitent être travaillés en lien avec les acteurs d'un territoire et notamment sur les quartiers politiques de la ville. Mais ça peut aussi très bien être effectivement finalement une initiative, une action qui est plutôt sur le volet de l'éducation, de la sensibilisation autour du développement durable, de l'environnement, et que finalement, moi, ce que je retiens aussi des conditions de réussite ou de démarrage de ce projet plus global, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens en interne qui se sont parlé dans un service, dans une collectivité, puisqu'il y a eu un lien entre la personne en charge des questions de santé ou la personne en charge des questions de politique de la ville, et puis un service, le service paysager ou le service environnement. Donc effectivement, cette question de la transversalité, hein, même en interne, au sein d'une collectivité, au sein des services, ça permet de repérer finalement des initiatives, ça permet de connaître des opportunités. Et puis le deuxième point qu'a pointé Zoé, c'est effectivement le fait qu'il y avait une parcelle, là, qu'il y avait un lieu propice, disponible pour la mise en place d'un projet. Et donc, effectivement, ça pose de façon complémentaire à l'action qu'on peut avoir sur l'accompagnement, sur les comportements, la sensibilisation aux évolutions, donc plutôt d'action sur les caractéristiques individuelles et au changement de pratique ou de comportement. Et ben, il y a un autre champ qui a été présenté, hein, tout début de webinaire sur effectivement les environnements. Et ça vient en fait interroger ce qui est possible, et donc le champ des possibles en matière d'aménagement et d'urbanisme. Parce que effectivement, pour agir en promotion de la santé, en prévention en termes de la santé, on a aussi plein de possibilités d'agir, notamment donc là qui sont regroupées, hein, dans cette diapositive, pour agir en faveur de la santé à travers les questions d'aménagement ou les opportunités d'urbanisme. En fait, il y a effectivement des possibilités d'agir, soit parce qu'on a des actions et des plans qui vont viser à réduire les émissions, des expositions à des polluants, hein, dans le champ de la santé-environnement. La promotion des modes de vie favorables à la santé, on en a parlé juste avant dans l'atelier précédent. Il y a cette question de favoriser la cohésion sociale, hein, le bien-être des habitants. Donc là, tout le rôle, effectivement, notamment de lien social, du tissu associatif, des bénévoles, donc qui est aussi une manière de travailler les questions de santé et de pouvoir, à travers les questions d'aménagement, de favoriser cette question de la cohésion sociale et donc des lieux, hein, des lieux de rencontre. Un des autres volets autour de la santé, c'est l'accès aux soins, hein, donc par l'urbanisme. Et puis, plus généralement, ça va être effectivement d'identifier en fait différentes stratégies intersectorielles entre les services, entre les différentes politiques, pour examiner ensemble finalement tous les projets, les politiques
qui, a priori, sont menées de façon un peu parallèle. Donc, au sein, effectivement, notamment des collectivités, hein, on sait, il y a différentes politiques qui vont plus ou moins impacter cette question d'aménagement, mais qui vont, de ce fait-là, être autant, alors, potentiellement de freins si on ne fait pas les liens entre les politiques pour agir en faveur de la santé, mais c'est autant d'opportunités si effectivement ce travail de transversalité, de mettre en place des stratégies intersectorielles pour permettre d'examiner ensemble les différents projets et notamment ceux qui sont sur les questions d'aménagement et d'urbanisme. Et donc, pour agir, eh bien, il y a effectivement un petit peu des étapes. Alors moi, je vais pas forcément être sur la présentation d'un retour d'expérience, mais plutôt à l'expérience de mise en place de politiques ou de liens avec les collectivités, on s'aperçoit qu'effectivement, pour agir ensemble, bien souvent, il faut convaincre. C'est-à-dire, on l'a vu hein, dans les post-it, il y a une volonté politique au départ, et puis il y a des services. Et donc, c'est effectivement, il faut partager, hein, il faut partager une culture commune, il faut partager des valeurs, des enjeux, qu'on soit élu ou qu'on soit acteur social, acteur de terrain, pour que ces questions de déterminants de la santé, notamment à travers les questions d'aménagement, de réduction d'exposition, d'identification de publics plus vulnérables, elles puissent être partagées. Ça, c'est un premier volet pour que derrière, il y ait une idée, il y ait une envie qui se déclenche. Le deuxième point, et c'est très vrai dans tout ce qui est autour des projets d'aménagement, c'est d'identifier les opportunités. Ça veut dire effectivement que qu'est-ce qui est en cours actuellement sur mon territoire, dans ma collectivité? Quels sont les projets qui sont en cours? Est-ce que j'ai des projets d'urbanisme, des projets de rénovation urbaine? Est-ce que j'ai un projet qui va plutôt être, on a parlé tout à l'heure de réussite éducative ou de projets autour de la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, l'éducation à la santé, d'identifier les projets qui vont ou pas avoir besoin finalement d'un travail, d'un questionnement autour de l'offre, de l'accès à cette offre, donc de l'aménagement, parce que ça va venir effectivement questionner l'accès, le comment on y va, hein, en termes de mobilité, et puis effectivement de l'accès à tous, et puis en quoi ce lieu ou l'aménagement peut permettre effectivement de favoriser un cadre de vie plus promoteur de la santé. Et donc là, on a des outils pour aider à travailler ces questions-là. Donc, ça veut dire que pour identifier les opportunités, il faut se parler hein, dans un territoire, bien évidemment, entre services urbanisme, mais services environnement également, et puis en lien avec les acteurs du tissu social, les associations sur le territoire. Et puis, une autre manière, notamment dans les quartiers politiques de la ville, hein, d'examiner et de regarder les caractéristiques, notamment physiques, du territoire, c'est de réaliser aussi un diagnostic du territoire. Ça passe aussi par des questions de diagnostic en termes de foncier, de disponibilité, en termes d'urbanisme avec le plan local d'urbanisme, et puis de diagnostic aussi sur les usages, sur les habitudes de vie, sur les manières de se déplacer avec les citoyens. Quel usage on a de notre quartier, comment est-ce qu'on se déplace dans le quartier, quels sont les services en termes d'offres alimentaires. La cartographie, et ça on le sait, hein, quand on cartographie les quartiers en termes d'offres alimentaires, de services de restauration, eh bien, on va s'apercevoir aussi que finalement, cette question de l'offre alimentaire de qualité, avec des produits alimentaires plus sains, bruts, eh bien, elle est parfois pauvre dans les quartiers politiques de la ville versus la restauration rapide, hein, les plats préparés, etc. Et que là, finalement, la semaine dernière, hein, on a utilisé, Annabelle avait utilisé, et c'est très vrai, c'est documenté, cette question des déserts d'offres alimentaires dans notamment les quartiers politiques de la ville. Donc ça passe aussi par des éléments de diagnostic, notamment sur
la question de l'offre, mais aussi de l'accès à cette offre et la manière de se déplacer des citoyens, et puis les usages, les habitudes de vie. Donc, la quatrième étape, c'est une fois qu'on a identifié en fait des opportunités, qu'on a quelques éléments de diagnostic sur les citoyens, mais aussi sur le quartier, bah, c'est aussi de regarder comment est-ce que la question de la santé, elle peut venir être travaillée dans des projets ou dans les documents d'urbanisme. Et donc, bon, là, on a des outils pour aider vraiment, avec des grilles, pour aider ce questionnement systématique, systémique, pour voir quelles sont les marges pour travailler l'accès et l'offre alimentaire, mais aussi travailler les questions d'activité physique, parce que là, on en a un peu moins parlé, mais d'activité physique et de mobilité. Donc, dans la méthode, vous le savez, c'est effectivement de pouvoir de mettre en place un dispositif de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les usagers, les relais, les acteurs, les représentants des habitants autour de la table. Donc, on l'a vu dans les freins, il y a cette question des moyens. Dans les questions des moyens, effectivement, ça veut dire qu'il faut identifier les ressources et éventuellement pouvoir être accompagné. Et là, de manière générale, que ce soit l'ARS ou plus largement dans la politique régionale de santé ou de santé-environnement, on a aussi des possibilités d'accompagner les acteurs. Dans la diapo suivante, donc, ça veut dire que pour agir en termes d'aménagement, ça veut dire repenser ou réaménager nos villes en faveur d'une alimentation saine. Et là, durable, évidemment, mais aussi sur l'activité physique, quelques pistes d'action. Le travail autour du foncier, sanctuariser les terres agricoles aux alentours des villes, c'est aussi quelque chose qui s'intègre d'un point de vue du règlement du PLUI. Les réserves foncières, établir un état des lieux de l'offre alimentaire, je l'ai dit, favoriser le développement des marchés de proximité et repérer l'offre existante et éventuellement inciter les habitants à s'y rendre et les accompagner si besoin. Et puis aussi, dans les collectivités, on voit aussi les projets d'agriculture urbaine qui se mettent en place, et il doit y avoir un lien potentiel à travailler avec effectivement non seulement l'offre alimentaire locale, mais aussi les cantines, la restauration scolaire. Peut-être que finalement, on peut travailler quelque chose à ce niveau-là. Et puis, de manière plus générale, c'est effectivement ne pas hésiter à travailler les projets hybrides, que ce soit sur la pédagogie alimentaire, sur les questions de santé, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi les questions, bien sûr, de soutien, de jardinage, donc d'activité physique, puisque là encore, en termes d'aménagement, dans les deux volets de la nutrition, aussi pour l'activité physique, c'est aussi de repérer les équipements de manière physique, où ils sont, comment est-ce qu'on y accède, d'établir des diagnostics de marchabilité pour favoriser l'activité physique par la marche. Et donc ça peut passer par des actions de sensibilisation, d'information sur les temps de déplacement pour se rendre à des services de proximité, mais aussi à des services d'offres alimentaires. Et donc, rendre les villes plus marchables ou plus cyclables, c'est effectivement interagir avec les politiques de transport. Les politiques effectivement de transport, de schéma vélo ou d'aménagement auprès des quartiers. Et puis enfin, ne pas oublier les publics. L'idée de l'accessibilité universelle, c'est aussi de repérer les publics et les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ont plus de difficultés à marcher, ou les personnes qui présentent effectivement des situations de handicap, notamment sensorielles, pour permettre l'accessibilité de la cité, du quartier à tous, et permettre ce lien social. Donc, je vais pas m'étendre plus là sur les exemples ou les pistes d'action autour des questions d'aménagement. Juste dans la diapo suivante, des exemples d'action, d'aménagement en pied d'immeuble. Ne pas oublier aussi la possibilité de travailler autour des cours d'école, les renaturations, tous les projets en faveur de l'environnement, du développement durable, mais aussi
dans la lutte contre le réchauffement, l'adaptation au changement climatique, c'est aussi des opportunités pour introduire les questions d'espaces verts, mais qui peuvent être des espaces verts, lieux comment dirais-je, lieux nourriciers, en pied d'immeuble, mais aussi lieu social, d'éducation pédagogique, et puis pour effectivement sensibiliser à une alimentation saine, par exemple. Et puis, bien sûr, à droite, des opportunités, j'en ai cité quelques-unes, pour travailler à la fois cette question de l'offre alimentaire et à la fois cette question de la mobilité à travers les sujets de l'aménagement ou de l'urbanisme. Voilà, vu que le temps était pressé pour travailler ce sujet-là, donc j'ai essayé de faire vite. Merci. Merci Nathalie. Merci beaucoup pour toutes ces pistes d'action, ces leviers. Voilà, je vois pas d'autres, je vois pas de questions. Alors, juste pour terminer, donc oui. en fait, effectivement, j'ai mis quelques liens en termes d'outils. Sur ces sujets-là, effectivement, l'ARS, les collègues des collectivités l'ont dit, l'ARS est susceptible d'accompagner des projets, à la fois sur le volet éducatif, mais aussi sur les questions d'aménagement, notamment pour mettre en place des outils et travailler les questions de santé. Je n'ai pas parlé d'évaluation d'impact en santé, je n'ai pas parlé d'image d'urbanisme sensible, d'urbanisme favorable à la santé, mais voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers les services pour effectivement bénéficier, là, pour le coup, d'accompagnement, notamment pour les collectivités. Merci.